Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers passagers. Plein cap, j'espère que vous allez tous bien, effectivement, cette fin de printemps. L'été arrive, en tout cas plus chez vous que chez moi, il semblerait. Et surtout, j'espère, ce matin, vous retrouver prochainement, tous prochainement, cet automne, au gré de nos croisières fluviales, croisières maritimes, également de nos séjours, de nos échappées culturelles, qu'elles soient ces échappées en France ou en Europe. Parmi ces dernières, vous savez qu'on vous propose, et vous voyez en ce moment à l'image, avec cette image de la brochure, on vous propose un week-end du vendredi 15 au dimanche 17 octobre. On vous propose d'aller très proche chez notre voisin suisse dans la belle ville de Bâle et de profiter du patrimoine architectural de cette ville de Bâle, de ses musées et puis, j'allais dire presque et surtout, de ces expositions extraordinaires qui y sont proposées. Alors, comme souvent, on vous donnera rendez-vous à Paris pour prendre le train. On prend le train cette fois-ci. 3 petites heures sont suffisantes pour rejoindre, pendant la matinée de ce vendredi 15 octobre, pour rejoindre le nord de la Suisse. Alors, attendez, j'ai un tout petit souci. Voilà, ça devrait marcher comme ça. Ça va marcher avec ça. Rejoindre, je disais, donc cette ville de Bâle, le nord de la Suisse. Donc, Bâle qui n'est pas une petite ville, c'est vous le savez sans doute déjà, la troisième ville du pays avec plus de 290 000 habitants. Elle est considérée officieusement comme la capitale culturelle du pays. Ça tient surtout à la structure confédérale de la Suisse avec ses 26 cantons, ces grandes villes, chacune ayant en charge un aspect de la souveraineté nationale. Berne, vous le savez, c'est la capitale politique de ce petit pays avec un peu plus de 8 millions et demi d'habitants pour le pays bien sûr. Zurich est la capitale économique d'un pays qu'on sait riche avec justement avec cette monnaie forte, le franc suisse, le dernier franc de notre continent. Et Genève est enfin la capitale diplomatique. Bon, on le sait, il y a de nombreuses institutions internationales qui sont installées là au bord du lac Léman. Et puis, c'était vraiment dans l'actualité, puisque hier encore, c'est là que le président russe rencontrait le président américain. Alors, c'est une tradition qui remonte au XIXe siècle, lorsque le Comité international de la Croix-Rouge s'est établi dans cette ville francophone en 1863. C'est surtout lorsque que la Société des Nations aussi a pris son envol, alors tout de suite après la Première Guerre mondiale en 1919, pour promouvoir justement un pacifisme jugé nécessaire à ce moment-là après les ravages de la Première Guerre mondiale. Et puis la Suisse est restée dans une situation, on va dire, pour être jugée de cocasse, en tout cas jusqu'en 2002, puisque depuis 1946, la Suisse possédait le siège européen des Nations Unies sans en être membre, sans être membre de cette organisation, au nom de ce qu'elle jugeait être une sacro-sainte neutralité. Une votation, et ça vous savez aussi que la Suisse a cette particularité d'avoir un double système démocratique, à la fois une démocratie représentative, mais aussi une démocratie directe. Donc, votation, c'est ce qu'on appelle nous un référendum. Donc, après un référendum, la Suisse est devenue le 190e membre des Nations Unies. Donc, ça, c'était quelque chose d'enfin corrigé. Alors, on revient sur les rives du Rhin. Puisque là on est tout au nord du pays, que c'est là que Bâle est établi sur l'un des coudes de ce grand fleuve européen. En rejoignant Bâle, on aura quitté l'Union européenne, bien sûr vous le savez aussi, la Suisse, malgré sa position au cœur de notre continent, entouré vraiment par les pays de l'Union européenne, la Suisse n'a toujours pas franchi le pas, et ces derniers temps, il semblerait même qu'il y ait forme de refroidissement dans les relations entre la communauté européenne et la confédération helvétique. Alors, à Bâle, on est à portée de main de la France, de l'Allemagne. Évidemment, l'histoire même de cette ville reflète un petit peu cette proximité, reflète
la mouvance des lignes de frontières. En fait, Bâle n'a rejoint même d'ailleurs la Confédération helvétique qu'au tout début du XVIe siècle. Au nord, on va trouver eh bien, la forêt noire allemande, à l'est, les coteaux alsaciens. Bâle a toujours eu des liens très forts avec les autres riverains du Rhin. Encore de nos jours, eh bien, la ville est le dernier port fluvial accessible aux péniches. En amont, les chutes du Rhin sont un obstacle en fait à la navigation. Alors vous le savez, la Suisse est aussi un pays riche. C'est un des pays qui a le produit intérieur brut par habitant le plus élevé d'Europe, avec plus de 73 000 euros. C'est peut-être aussi à cause de cela, ou grâce à cela, qu'une majorité de Suisses eh bien, s'oppose régulièrement à l'idée de rejoindre notre Union européenne. Mais l'Union est quand même le premier partenaire de la Suisse, malgré son franc fort, d'ailleurs jugé trop fort par certains. Elle parvient à exporter alors des produits, notamment des produits pharmaceutiques, et encore même sa production horlogère, qui est pourtant sur le déclin. Et puis son secteur bancaire leur fait encore rêver. Attention, depuis 2018, il n'y a plus de secret bancaire pour les Européens. Donc c'est pas cette richesse qui va nous intéresser lorsqu'on ira en Suisse et à Bâle. C'est davantage la richesse culturelle, celle de ses musées. Et en 2019, eh bien, Bâle justement a fêté les 50 ans de sa foire internationale de l'art, accueillant quelques 300 galeries exposant les œuvres de près de 4000 artistes. C'était en 2019, je répète. La ville annonce fièrement posséder plus de 40 musées. Alors le programme qu'on vous propose pendant ce week-end, qu'on vous a concocté, est un programme riche. Même si la tentation est grande, on va être raisonnable et on a prévu la visite seulement de 4 musées. C'est déjà un beau programme, tous différents les uns des autres. Vous allez voir un petit peu cette programmation. On commencera notre approche de la ville par découvrir son centre historique, associant à la fois le patrimoine historique, l'art contemporain. Alors on ira voir par exemple, vous avez à l'image, cette fontaine du carnaval, qu'on appelle parfois, on l'appelle d'ailleurs du nom de son auteur, la fontaine d'Ingeli, ou la fontaine du théâtre. Et cette fontaine, elle n'est pas très, très ancienne, elle date de 1977. Justement, elle a été construite sur l'ancien théâtre, sur le site de l'ancien théâtre de la ville. C'est une merveilleuse sculpture mécanique, une sculpture et une fontaine animée, créée donc par Jean Tinguely, un sculpteur qui a commencé sa carrière à Bâle, un artiste que vous connaissez peut-être aussi parce que il est associé à un autre nom, un autre artiste, une autre artiste. Il était l'époux de Niki de Saint-Phal, avec laquelle d'ailleurs il a beaucoup travaillé. Alors la fontaine est aussi c'est un grand bassin, un petit peu à l'image. Il y a 10 sculptures ou en fait automates. Des automates qui ont été faits à partir d'objets justement provenant de la scène du théâtre. Ils sont animés, ces automates, par des petits moteurs, par la force également de l'eau. Et l'ensemble, comme ça, cette fontaine, elle est inscrite ce qu'on appelle au bien culturel suisse d'importance nationale. Ces automates ont bien sûr un message, la fontaine, elle parle, elle parle pas de façon orale, mais en tout cas, elle donne un message, puisque ces automates parlent de l'absurdité des choses de la vie, l'acharnement à répéter sans cesse des choses vaines, et ainsi on voit comme cela un tuyau fou qui asperge, une locomotive qui avance en faisant du surplace, un automate qui recule en restant sur place, une passoire géante qui soulève des litres d'eau mais qui aussitôt les libère, et un masque de carnaval qui pleure de rire. Donc voilà, on touche l'absurde avec ces différents automates de cette fontaine de Tinguely. On va continuer notre visite en passant par le cœur de la ville, bien sûr, à proximité de l'hôtel de ville. Il est un des points de repère, c'est le cas des hôtels de ville quand même, un des points de repère de Bâle, pour son architecture, qu'on rattache à ce qu'on appelle un gothique tardif. Alors c'est lié à la pierre utilisée, qui est un grès rose des Vosges, mais également à cette tour que vous avez ici à l'image,
La tour est un ajout tardif et ne date que du XVIe siècle, la tour la plus haute. La légende locale insiste sur le fait qu'on on devrait cette tour à la volonté et aux moyens financiers de la guilde des artisans de Bâle. Une façon, semble-t-il, pour cette guilde de montrer alors à la classe dirigeante que eux aussi peuvent marquer le temps. On marque le temps avec une horloge. Quant à l'aile gauche, en fait, la partie qui est la plus à gauche de l'image, c'est un ajout, on va dire, néo-gothique qui date du XIXe siècle. Alors, en se promenant dans cette ville, on va se promener dans le temps et dans l'histoire de la ville, et on va ainsi rejoindre l'église des Cordeliers. Vous avez maintenant à l'image, cette église était celle des moines franciscains qui se sont installés à Bâle au début du XIIIe siècle. Un terrain est donné à ce moment-là par l'évêque et leur permet, comme cela, à ces moines franciscains de construire un couvent près à ce moment-là des remparts de la ville. Au début du XIVe siècle, la seconde église va remplacer la précédente, celle du XIIIe, et lorsque la réforme arrive, l'arrivée du protestantisme va mettre, en 1529, va mettre fin à l'existence du couvent des franciscains. Quelques mots justement sur cette réforme. En Suisse, on a bien sûr en tête Jean Calvin quand on parle de la réforme, mais il n'est pas le premier réformé à œuvrer en Suisse. Le premier protestant influent et déterminé, c'est un certain Ulrich Zwingli, vous avez ici à l'image. Il a été en partie éduqué à Bâle, voilà pourquoi je le cite un peu. Et également, à la différence de Martin Luther, il ne s'est pas contenté du seul domaine de la théologie. Il voulait changer toute la société. Il est en rupture avec Rome, bien sûr, et il était opposé au célibat des prêtres. Il va lui-même, comme cela, épouser une riche veuve. Il dépose les images dans les églises en bonne iconoclaste, et il va participer à la guerre de religion, mais il va y participer de façon physique, puisque cette guerre de religion qui va déchirer les cantons suisses, et il est une victime de cette guerre de religion. Sa dépouille d'ailleurs sera terriblement démembrée, brûlée, ses cendres jetées au vent. On est en 1529, moment où le couvent des Cordeliers devient la propriété de la ville de Bâle. Seule l'église va être conservée et avec une fonction religieuse qui sera conservée jusqu'en 1794. Elle devient à ce moment-là, elle va perdre cette fonction religieuse, elle va devenir un entrepôt. Principalement, on va y conserver du sel pendant près d'un siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, après avoir, on a envisagé d'ailleurs de la détruire, parce qu'elle était, ma foi, très délabrée. Et bien, à ce moment-là, on l'a transformée, à la fin du XIXe siècle, en musée. Alors, elle abrite une collection permanente, vous avez ici à l'image, qui est consacrée à l'identité de la ville de Bâle, une identité au carrefour des cultures suisses, des cultures allemandes et françaises. L'exposition compte des merveilles du passé, témoins de l'artisanat artistique, de la culture au quotidien. L'accent est mis sur la fin du Moyen-Âge, sur la Renaissance et à peu près jusqu'à l'époque baroque. Alors, on y trouve le trésor de la cathédrale, les tapisseries illustrées de Bâle, de Strasbourg également. Le musée conserve d'anciens cabinets de curiosités qui lui ont été légués, comme les cabinets d'Hammerbach et de Fesch, qui présentent les œuvres de grands collectionneurs bâlois des XVIe et XVIIIe siècles. Alors, sans vouloir trop m'épancher sur l'histoire de la ville de Bâle, je vais juste évoquer une des raisons pour laquelle Bâle est rattachée, on va dire, à l'histoire mondiale et à notre histoire contemporaine. Quand je pense à Bâle, je pense immédiatement au premier congrès sioniste qui s'y déroule comme cela à la toute fin du XIXe siècle. Il y a un écho étonnant. Alors, pardon, je viens de perdre, voilà. Il y a un écho étonnant, effectivement, avec l'histoire de la ville. 5 siècles plus tôt, on a accusé les Juifs de Bâle d'avoir apporté l'épidémie de peste dans la ville. Alors, ce n'est pas une accusation, on va dire, qui sort de l'ordinaire. C'est assez commun d'accuser les Juifs de cela. Ce n'est pas unique à Bâle.
Alors peu de temps après, eh bien, on est au XIVe siècle, un pogrom est organisé contre cette communauté juive qui entraîne la mort de plus de 600 juifs qui sont brûlés vifs dans une grange sur une île du Rhin. Les survivants seront bientôt chassés, interdits de venir s'installer à Bâle pendant près de 4 siècles. Et à la fin du XIXe siècle, eh bien, c'est pourtant à Bâle que Theodor Herzl, c'est un journaliste austro-hongrois, eh bien, c'est là qu'il décide d'organiser le premier congrès sioniste. Il y en aura 8 de ces congrès qui sont organisés dans cette ville, et Theodor Herzl eh bien, est d'abord finalement assez opposé à l'idée de regrouper les Juifs sur une même terre, de leur donner une patrie. Il va changer la vie, et il change la vie sans doute après avoir assisté au premier procès d'Alfred Dreyfus, après avoir vu l'injustice qui est faite au capitaine Dreyfus, en France bien sûr, à Paris, et après avoir assisté au déchaînement de l'antisémitisme en France, dans ce pays qui, avec l'émancipation, avait depuis plus d'un siècle eh bien, fait des Juifs des citoyens français comme les autres. Alors, 200 participants vont comme cela le rejoindre, venus de 17 pays. Ils se retrouvent à Bâle à la fin du mois d'août 1897. Ils vont nommer Theodor Herzl président de l'Organisation sioniste mondiale et ils décident eh bien, l'établissement du peuple juif en Palestine et adoptent déjà la Tikva comme hymne national. Alors, au programme donc de cette seconde journée à Bâle, nous allons rejoindre dans la matinée le musée des Beaux-Arts, l'un des 40 musées de la ville dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit, ce musée des Beaux-Arts, on l'appelle le Kunstmuseum, il détient l'une des plus anciennes collections au monde et l'origine de cette collection eh bien, est privée. C'est celle d'un riche notable du XVIe siècle, Basilus Amerbach. Il avait lui-même hérité d'un cabinet de curiosité, donc j'ai un petit peu cité déjà au préalable, celui de son père, Bonifacius Amerbach, et il l'a enrichi, ce cabinet de curiosité, avec par exemple une mythique corne de licorne et surtout 15 tableaux de Hans Holbein le Jeune, on avait un ici à l'image, qui représente justement son père jeune. Alors le musée détient toujours la plus importante collection de peintures d'Holbein le Jeune. On voici également 3 autres justement de ses œuvres que l'on doit toujours à Hans Holbein le Jeune, appartenant donc à cette collection du musée des Beaux-Arts, liées toutes à ce cabinet de curiosité donc de la famille Amerbach. Parmi les œuvres d'exception, eh bien, on a ici, on doit donc à cet artiste, il faut aussi compter avec cette représentation du Christ mort au tombeau, une œuvre particulièrement appréciée par un illustre visiteur qui vient là au début du XXe siècle, un certain, à l'époque on l'appelle Vladimir Ilitch Ulyanov. Il se fait déjà appeler Lénine. On dit qu'il passait comme cela des heures en face de ce tableau. Alors on fera sans doute un peu plus court parce qu'il faudra partager notre temps avec d'autres chefs-d'œuvre que contient ce musée des Beaux-Arts. Je vous en montre quelques-uns de ces chefs-d'œuvre. Parmi les maîtres anciens, mais on a le musée possède donc des œuvres de Conrad Witz. Vous avez ici à l'image à droite Joachim et Anne à la porte dorée, et on a également une peinture représentant Saint Christophe avec, vous avez ici donc 2 œuvres de la première moitié du XVe siècle. Et puis la collection du musée couvre aussi la plupart des siècles de la peinture européenne. Parmi les artistes du XXe siècle, Picasso est présent, avec une anecdote assez amusante. Comme souvent, les acquisitions de ce musée se font avec l'accord de la population, et la démocratie directe est très importante en Suisse. Et parfois, eh bien, cette population est même amenée à choisir. Ainsi, le musée a acquis en 1967 l'Arlequin assis, qui est à gauche de l'image, et Pablo Picasso qui apprend que la population a choisi, a vraiment voulu cette œuvre, eh bien, il est touché par cet engagement de la population et il va offrir, en guise de remerciement, eh bien, les 2 autres œuvres que vous avez ici à l'image, à l'écran, une esquisse, qui est une esquisse des Demoiselles d'Avignon, et puis une autre œuvre où on voit effectivement cette famille donc, à 3 personnages. 2 œuvres, là aussi, du début du XXe siècle.
Alors, et juste pour on va dire le plaisir des yeux, parce qu'il faut que je passe quand même, un bref aperçu de cette collection qui couvre pardon, les principaux artistes du 19e, du 20e siècle. L'intrus, il y en a un à l'image, à droite en bas de l'image, c'est Cranach l'Ancien, une peinture du 16e siècle. Alors vous pouvez facilement reconnaître les œuvres de Paul Cézanne, Claude Monet, Munch, il y a Paul Gauguin, Van Gogh, bien sûr, Henri Rousseau, Warhol, Chagall et je terminerai par Paul Klee. Bon, c'est dans le désordre, mais les œuvres sont organisées dans le musée par galerie et par période, hein, dans ce musée donc, des Beaux-Arts de Bâle. En dehors de la collection permanente, eh bien, le Kunstmuseum accueille, organise des expositions tout à fait extraordinaires. L'an dernier, c'était une exposition qui était consacrée au célèbre hollandais Rembrandt Hermanson von Rijn, donc Rembrandt. Cette année, eh bien, et jusqu'à janvier prochain, c'est un peintre français. Qui est à l'honneur, puisqu'il s'agit de Camille Pissarro. Camille Pissarro compte parmi les artistes majeurs hein, dans la France du 19e siècle, si on considère que pendant sa carrière artistique foisonnante, eh bien, naît ce qu'on appelle l'art moderne, une naissance qui est étalée sur plusieurs décennies. Pour autant, Camille Pissarro, eh bien, il est parfois relégué au second plan dans l'histoire de l'art. Imaginez que la dernière exposition dédiée à Pissarro en Suisse, elle remonte à plus de 60 ans. Alors, il est temps quand même on va dire, de corriger cet oubli ou cette erreur et de rendre un petit peu justice à cet artiste qui est un artiste particulier parce que c'est un artiste rassembleur. Et un artiste rassembleur, c'est assez rare puisque par nature, ce qui caractérise plutôt les artistes, c'est leur individualisme et non pas leur caractère à rassembler, à rejoindre, à réunir d'autres artistes. Il est souvent perçu par ses contemporains, par ses amis, comme une sorte de figure paternelle, profitant d'ailleurs sans doute de ses origines étrangères. Imaginez qu'il est, danois, il est d'origine danoise, donc né dans les îles des Caraïbes, au sein d'une famille marane. Je vous rappelle que les marins sont les juifs portugais forcés à se convertir au christianisme, mais qui ont secrètement, pendant des siècles, continué dans la clandestinité le judaïsme. Donc, Camille Pissarro, eh bien, il arrive en France quand, on va dire tardivement, il a déjà 25 ans, il arrive en 1855, il arrive en Paris à l'occasion de l'exposition universelle, il s'installe à Paris et il ne repartira jamais, il ne rejoindra l'Amérique. Alors c'est vraiment, il est à contre-courant hein, du mouvement de migration de la période. Cette grande exposition qu'on va découvrir eh bien, va se pencher sur l'œuvre de Pissarro, sur son travail en atelier, en coopération avec ses contemporains, avec ses collègues artistes, avec ses amis artistes, avec qui il noue des liens étroits. Alors il y a différentes générations d'artistes, je peux citer Paul Cézanne, Claude Monet, Gauguin, Degas, Marie Cassatt également, hein, qu'on trouvera dans l'autre exposition dont je parlerai dans un petit moment, celle de la Fondation Beyeler. Ils se fréquentent, ces artistes, ils boivent ensemble, ils se reçoivent, ils travaillent ensemble, il y a des échanges intenses, ça permet l'apparition de nouvelles tendances, de nouvelles expériences picturales. Camille Pissarro se retrouve comme cela au cœur du mouvement impressionniste. Il va profondément marquer ce mouvement. Il est quasiment le seul à accorder une attention égale entre les paysages et la figure humaine. Et puis dans les années 1880, au moment où l'impressionnisme commence à intéresser les collectionneurs, commence à rapporter un peu d'argent aux artistes, ça ne sera pas d'ailleurs vraiment son cas, Pissarro va se consacrer à une évolution, de continuer cette révolution picturale. Il va s'intéresser à ce qu'on appellera le néo-impressionnisme. Il est curieux, il est perméable aux idées de son temps. Il va, comme cela, eh bien, si ce n'est rejoindre de façon active, il va être intéressé par l'anarchisme. Et alors ça ne se voit pas forcément dans ses toiles, on ne peut pas dire qu'une toile est une toile anarchiste, mais disons que voilà, il est un petit peu à contre-courant, il se fait écho hein, de ces différentes tendances et des tendances qu'on appellera des tendances révolutionnaires.
Enfin, Camille Pissarro, eh bien, revêt, on va dire, une importance particulière pour le Kunstmuseum de Bâle, pour le musée des Beaux-Arts, parce que on trouve dans sa collection 8 peintures. Il y a aussi beaucoup de travaux sur papier de l'artiste. Il y a cette peinture, vous avez à l'image, qu'on appelle Un coin de l'Ermitage, Pontoise, peinte en 1878. Et cette peinture, cette toile est le premier tableau impressionniste à entrer dans la collection de Bâle. Cette acquisition date du tout début du XXe siècle, en 1912, et c'est le résultat d'une initiative de quelques artistes, d'amateurs d'art, qui vont offrir cette peinture. Elle rencontre alors, cette peinture, lorsqu'elle rentre dans la collection du Kunstmuseum, une forme de scepticisme, mais elle va finalement marquer, être la première œuvre, hein, le fondement de la collection impressionnisme du Kunstmuseum. Quant à l'actualité, on va dire, des œuvres de Pissarro, alors attendez, il y a quelqu'un qui veut entrer, je le vois, je vais essayer de la mettre. Quant à l'actualité, je vous disais, des œuvres de Camille Pissarro. Mon micro semblerait, voilà, le micro doit être revenu à présent. Je disais, quant à l'actualité des œuvres de Camille Pissarro, vous avez peut-être suivi les déboires judiciaires de Madame Léon Noël Meyer, cette femme que vous avez ici à l'image, 9e fortune féminine de France. Elle est l'héritière des galeries Lafayette, et elle fut adoptée par le couple Meyer à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers, hein, ce couple Meyer, avait été volé par l'occupant nazi en 1941. Les nazis avaient mis la main sur leur tableau. Et parmi ces tableaux, il y avait celle que vous voyez, ce tableau, vous voyez ici à l'image, à gauche, La bergère rentrant les moutons de Camille Pissarro. Ce tableau qui a disparu et qu'on retrouve, qui réapparaît comme cela en 1990. Il réapparaît aux États-Unis dans le musée des Beaux-Arts Fred Jones Jr. de l'Université américaine de l'État d'Oklahoma. En 2016, un accord avait été trouvé pour permettre une rotation tous les 3 ans entre la France et les États-Unis, une rotation de cette œuvre. Mais Madame Léon Noël Meyer, pas finalement content de cet accord, a essayé de le remettre en cause, faisant appel à la justice. Sa démarche n'a, on va dire, pas vraiment abouti, et il semblerait que l'université américaine cherche un nouveau propriétaire. Peut-être qu'un jour cette bergère finira dans un musée français. On va dire que c'est une affaire à suivre. Alors après avoir raisonnablement profité de cette exposition Camille Pissarro, nous quitterons le musée des Beaux-Arts pour humer l'air du côté de la cathédrale de Bâle. C'est une cathédrale protestante, on la reconnaît de loin parce qu'elle a justement ces tours jumelles, presque jumelles, qui datent du XIIIe siècle, ces tuiles de couleur vernissées également sur partie de sa toiture. La plupart de l'édifice a été reconstruit après le séisme du milieu du XIVe siècle, qui avait particulièrement ravagé cette cathédrale. Comme l'hôtel de ville, elle est faite de blocs de grès rose. Alors on pourra observer l'un des éléments qui a survécu au tremblement de terre. Il s'agit du portail de Saint-Gall, que vous avez ici à l'image. Et qui est représenté d'ailleurs sur les deux images excentrées. C'est ce qui subsiste on va dire, du style roman, la reconstruction ayant laissé la place là aussi au style gothique. Le portail de Saint-Gall est une œuvre romane de grande valeur, en tout cas c'est l'une des plus importantes de Suisse. Alors il faudra près d'un siècle et demi pour reconstruire la cathédrale, juste avant l'arrivée de la Réforme, et les destructions iconoclastes qui, bien sûr, ne vont pas épargner surtout qu'on a les trucs centrés. Karine, on t'entend. Voilà. Alors, juste un clin d'œil sur la façade. On trouvera des sculptures du 19e siècle avec Saint-Georges, ici, terrassant un dragon. Alors, lui, il est à droite de l'image. Saint-Martin sur son cheval découpant son manteau. Et la statue, bien sûr, de la Vierge Marie, auquel l'édifice était dédié en tout cas au départ. Voilà, cette statue se dresse sur le fronton principal et domine l'ensemble. Cette église abrite toujours la tombe d'Érasme, qu'on ira voir également pendant la visite.
Enfin, pour le troisième et dernier jour, eh bien, nous allons profiter pendant la matinée de la fondation BILR. La fondation est ouverte au public depuis 1997. Elle est installée dans un grand parc à l'anglaise, à l'extérieur de Bâle, et elle porte le nom d'un couple, vous voyez ici à l'image, qui est un couple de galéristes, c'est Idil et Ernest BILR, qui en une cinquantaine d'années ont créé une collection de quelques 400 toiles et sculptures. Alors c'est un temple de l'art moderne, de l'art contemporain, à la renommée internationale. C'est l'un des musées les plus visités de Suisse. On doit les bâtiments de la fondation à un architecte célèbre, entre autres pour sa participation à la création du centre Georges Pompidou. Il s'agit de Renzo Piano. Et il a ici essayé de tenter d'harmoniser le monument avec son environnement, qu'on qualifiera de bucolique, cet environnement. Les salles sont assez vastes et bénéficient de la lumière naturelle. Et dans cet écrin, c'est là qu'aura lieu la seconde exposition qui nous a incité à proposer cette échappée culturelle à Bâle. L'intitulé est en anglais, Close Up. On peut traduire ça par gros plan. Et c'est, ma foi, une exposition qui va mettre au devant de la scène culturelle, 9 artistes femmes et leurs œuvres. L'exposition avec ces 9 artistes va couvrir une période qui s'étale de 1870 à nos jours, ce qui correspond à l'époque où, 1870, pour la première fois, les femmes d'Europe et d'Amérique vont pouvoir développer une véritable activité artistique qu'on qualifiera de professionnelle, pas seulement un hobby. 9 artistes qui se sont intéressés au portrait et autoportrait. Alors, on a ainsi trouvé la française Berthe Morisot et l'américaine Marie Cassatt, que je vous citais un peu plus tôt, toutes deux très actives dans les années 1870 et 1880 à Paris, qui était alors la capitale, Paris, la capitale de la création artistique la plus avancée. Elle était au cœur de l'impressionnisme, que j'ai déjà un petit peu cité, et c'est vrai que c'est tentant aussi de dire quelques mots sur cet artiste extraordinaire qu'est Berthe Morisot. Berthe Morisot qui est issue d'un milieu bourgeois, qui reçoit, on va dire, une éducation relativement classique, des jeunes femmes de la bonne société, et c'est un peu par hasard qu'elle va se découvrir une passion, qu'elle va découvrir sa passion pour l'art pictural, puisque elle va prendre des cours de piano, et c'est là qu'elle voit un dessin d'Ingres, et qu'elle a cette première émotion, on va dire, picturale. Et puis après, elle suit des cours avec un excellent professeur de dessin qui est Joseph Benoît Guichard, qui est lui-même d'ailleurs l'élève d'Ingres et de Delacroix. Alors elle a fait comme les autres jeunes artistes de son époque. Lorsqu'on est en période de formation à cette époque-là, on va au Louvre et on recopie les grands maîtres. On recopie Véronèse, Rubens, le Titien. Elle rencontre d'ailleurs à ce moment-là d'autres artistes, on va dire en herbe, en tout cas qui sont en train de se former, comme Fantin Latour, et puis elle rentre en contact comme cela avec Degas, avec Baudelaire, avec les frères Manet, avant de trouver son style et de l'affirmer avec une volonté sans doute décuplée, parce que c'est une femme et elle doit montrer qu'elle ne peint pas simplement pour passer le temps comme un simple hobby. Elle peint des paysages, elle peint des portraits, elle pose pour Édouard Manet, elle va être comme cela l'objet de 11 portraits, jusqu'à son mariage avec justement le frère d'Édouard Manet, Eugène, qui est, on va dire, le plus dilettante de la fratrie des Manet. En tant que peintre, elle participe comme cela en 1874 à la toute première exposition des impressionnistes et aux 7 autres qui vont suivre. La maternité ne l'empêche pas de créer. Au contraire, sa fille va devenir un sujet de prédilection. Il y a plus de 70 toiles qui vont, et sans compter les pastels, les aquarelles, les fusains, 70 toiles qui vont comme cela avoir pour objet, ou sujet en tout cas, sa propre fille. Pour Stéphane Mallarmé, Berthe Morisot fut une magicienne. Mais c'est peut-être Paul Valéry qui résume le mieux sa vie et son œuvre, puisqu'il écrit « Sa simplicité fut de vivre sa peinture et de peindre sa vie ». Alors, j'en finis cette courte digression sur Berthe Morisot, et de retour dans l'exposition Close Up de la Fondation BILR, on pourra voir
admirer d'autres œuvres, par exemple de l'allemande Paula Monachon-Becker, vous avez ici à l'image, qui date du début du XXe siècle, qui partage son temps entre la petite ville provinciale de Worsfied dans le nord de l'Allemagne et la métropole parisienne. Il y a également l'allemande Lotte Laserstein, vous avez ici à l'image également, qui s'est fait reconnaître dans le Berlin des dernières années de la République de Weimar, entre 1925 et 1933. Alors bien sûr, il y a la Mexicaine Frida Kahlo, depuis la fin des années 20 jusqu'à les années 1950, elle est à Mexico City pendant la période mouvementée de ce qu'on appelle la consolidation de la révolution mexicaine. Frida Kahlo est une femme martyre, martyre de son corps, malade, accidenté également ce corps. Elle a aussi battu le record établi par Rembrandt avec quelques 55 autoportraits. C'est plus du tiers de son œuvre totale, largement marquée cette œuvre par la culture mexicaine. Et on pourra aussi découvrir trois artistes américaines. Vous avez ici à l'image Alice Neal qui couvre une grande partie du XXe siècle, d'abord à Cuba et puis à Manhattan, de Greenwich Village au Upper West Side, en passant par ce qu'on appelle le Spanish Harlem. Dans la même période, il y a l'américaine Cindy Sherman à New York, qui est bien sûr le pôle occidental de cette nouvelle génération d'artistes contemporains. Et puis, pas oublier non plus l'américaine Elizabeth Peyton, qui peint depuis les années 1990, qui navigue entre New York et l'Europe de l'Ouest. On lui doit des thèmes plus people, vous pouvez peut-être reconnaître facilement, en tout cas avec ses cheveux roux, le prince, celui qui ne veut plus l'être d'ailleurs, le prince Harry. Enfin, la sud-africaine Marlène Dumas, qui a grandi au plus fort de l'apartheid et qui vit depuis 1976 à Amsterdam. L'exposition s'intéresse particulièrement au regard posé par ces artistes sur leur environnement et elle propose de découvrir comment ce regard a changé entre 1870 et bien sûr aujourd'hui. Alors, dans l'après-midi, avant de reprendre le train, nous profiterons du dernier musée, le musée dédié au grand plasticien suisse Jean Tinguely. Je vous rappelle qu'on aura vu au début du week-end la fontaine du carnaval et on ira voir donc son musée dans lequel il y a une sélection de ses machines, de ses sculptures, des reliefs, des dessins que l'artiste a produits tout au long de sa carrière. Une grande partie de la collection est en fait un don de Niki de Saint-Phal qui a voulu comme cela léguer une cinquantaine d'œuvres de Jean Tinguely. Ces œuvres, on peut dire qu'elles pétillent d'humour, de vivalité, d'ironie et de poésie. Et on peut lire aussi un contexte plus profond. Elle révèle aussi un sens de la tragicomédie, de l'énigme et de ce qu'on appelle l'insondable. Alors voilà, j'en ai terminé avec l'évocation du programme de cette échappée culturelle. Je vous rappelle que je vais vous donner rendez-vous le 1er juillet. Alors je serai en compagnie de Monsieur Christian Furia. Et nous aurons le privilège, on aura le grand plaisir de vous parler de notre ville favorite, de la plus belle, de la seule qui compte en France, en tout cas dans nos cœurs. Vous avez compris, devinez en tout cas, puisqu'en regardant l'image, que je parle bien sûr de cette belle ville de Lyon. Même heure, même lieu. Je vous rappelle également, il ne faut pas hésiter à nous contacter, à vous inscrire, à nous interroger sur les départs de l'automne. Je rappelle qu'on a 3 croisières qui sont prévues cet automne, l'une dans l'Allemagne romantique, en Franconie, du 1er au 9 octobre. Il faut faire un choix parce qu'en même temps, vous pouvez, comme cela, être en compagnie de Magali sur un yacht privatisé sur la côte d'Almath, qui a lieu aussi du 2 au 9 octobre. Et puis également une croisière au Cap-Vert qui a lieu, cette croisière, au début du mois de novembre. Et puis on a bien sûr ces échappées culturelles. Alors il y a la Romanité en Provence, il y a sur les pas de Gustave Flaubert, également en Angleterre les châteaux et jardins du Kent, les châteaux du Berry avec Oksana, la Slovénie, la magnifique île de Chypre et à nouveau Londres et l'exposition. Donc ça c'est au mois de novembre, bien sûr en Angleterre. Voilà, je vais à présent vous remercier pour votre attention et puis pourquoi pas vous redonner la parole. Voilà, en quelques instants.